Rendez-vous demain soir pour un nouvel épisode de Je suis pas content et après-demain pour la diffusion de la troisième et dernière partie de cette émission. On se retrouvera dès la semaine prochaine avec deux autres invités, mais comme je l'avais déjà annoncé cette fois-ci tous les deux de gauche, Georges Kuzmanovic et Alexis Poulain. Bonne émission. Une grande question que les gens se sont beaucoup posée parmi les gens, ils existent dans ce chat, qui sont des déçus de la prestation de Marine Le Pen pendant ce débat de second tour. Est-ce qu'au bout d'un moment, oui ou non, Marine Le Pen a vraiment envie d'être présidente de la République? Parce que sinon, il faut le dire aux gens, parce qu'il y a des gens qui perdent du temps, des gens à la retraite qui pourraient avoir mieux à foutre, des gens qui se sont investis même financièrement, humainement, des gens qui y ont cru peut-être, alors que visiblement, elle a pas tant envie que ça. En tout cas, moi, c'est l'avis que j'ai eu quand j'ai vu le débat. Volonté stratégique de ne pas attaquer une seule fois Macron sur son seul point faible, c'est-à-dire les affaires qu'il a au cul. Elle a balancé McKinsey, mais parce qu'elle avait une liste de mots qu'il fallait qu'elle place dans la soirée, mais elle n'a pas développé. Elle a félicité le bilan d'Emmanuel Macron en matière de lutte contre l'ogre russe. Même semaine où les Ukrainiens inventent le verbe macroner, justement, qui signifie faire semblant de s'inquiéter de quelque chose mais ne rien faire. D'abord, permettez-moi d'évoquer ce soir, devant les millions de nos compatriotes qui nous regardent, ma solidarité et ma compassion absolue avec le peuple ukrainien. Je considère que l'agression dont l'Ukraine a été victime n'est pas admissible. J'avoue que les efforts, M. Macron, que vous avez développés pour tenter de trouver, au nom de la France, les moyens, les voies de la paix méritent d'être soutenus. C'est extrêmement clair. Les alertes que j'avais pu lancer étaient la limite, et vous l'avez d'ailleurs semble-t-il trouvé, entre l'aide et la co-belligérance en matière de livraison d'armes. Et l'autre limite était les sanctions. J'étais d'accord, moi, sur l'intégralité des sanctions qui ont été prises contre les oligarques, contre les banques, contre tout cela. A few moments later. D'abord, je prends note des positions de Mme Le Pen qui ne correspondent pas aux positions que votre parti et vos parlementaires défendent au Parlement européen, par parenthèse. Qu'il s'agisse de protéger les Ukrainiens quand ils viennent sur notre sol, comme des sanctions additionnelles après le premier paquet, comme de l'aide à l'Ukraine d'ailleurs, à laquelle vous vous êtes aussi opposé, l'aide financière. C'est faux. Non, c'est un fait, Madame Le Pen. C'est faux. Ce sont les votes. Et c'est d'ailleurs ce que vous venez de dire, complètement le contraire des positions que vous avez historiquement tenues. Elle avait, dans l'entre-deux tours, abandonné son idée d'interdiction du voile dans l'espace public, dans la rue, qui était quelque chose d'inapplicable, comme nous l'avait dit Philippot, qui était quelque chose assez contraire d'ailleurs à l'esprit de la laïcité, en tout cas c'est mon avis, et qui surtout, moi qui ai passé des heures dans des chats à débattre avec des gens de la FI, etc., n'importe quel communicant de Marine Le Pen qui aurait passé 2 heures sur YouTube l'aurait vu, c'était ce qui empêchait, ne serait-ce que de se poser la question d'un vote Marine pour 90% des électeurs de la France insoumise. C'était oui, mais quand même, l'interdiction du voile dans la rue était l'argument qui revenait number one en permanence pour dire « je ne peux même pas me poser la question de ce vote Marine Le Pen ». Et là, alors qu'elle avait dit dans l'entre-deux tours « je l'abandonne », elle arrive au débat, et elle rechange d'avis en disant « non, mais si, finalement, si je suis élu, vraiment, il n'y aura plus de voile dans la rue, ce sera interdit ». Donc tout ça, bout à bout, j'ai envie de me poser la question. Alors les plus complotistes parleraient d'opposition contrôlée, mais cette idée d'une Marine Le Pen qui ne veut pas le pouvoir, on l'attribue déjà à son père. Elle n'a pas dansé le zouk cette fois-ci, mais on avait quand même l'impression que le cœur y était. Est-ce qu'elle veut le pouvoir, Marine Le Pen? Faire le soir des législatives. C'est vrai. Cette fois-ci, ce sera du Didier Barbelivien ou du Barbara. Peut-être. Du coup, elle le veut ou pas, selon vous, le pouvoir, Marine LePen? Je pense en ça avec toi, Pierre-Yves, parce que toi, tu as été un petit peu dans l'entourage, donc tu connais la boutique et tu connais la patronne. Alors attention, parce que si tu veux... J'entends tout et n'importe quoi, ça va me permettre, si tu entends juste si tu oui, 2 minutes que je... Oui, on le rappelle, oui, il a appelé à voter Valérie Pécresse, il ne faut pas l'oublier. Non, mais, si tu veux, non, mais là, pour le coup, il faut arrêter de picoler. Tu vois, j'ai juste dit qu'une élection qui joue dans le bloc bourgeois, si vous voulez à tout prix ne pas avoir à vous battre, eh ben, j'aurais dit, votez pour un candidat bourgeois. À l'époque, le candidat bourgeois, c'était Bertrand. Bertrand est un mec... Moi, je suis un gaulliste dur. Bertrand est un mec que j'ai en horreur. Parce que pour moi, c'est un traître. Ce qui est pire que les lâches, les Bruno Le Maire et autres. Tu vois, il y a Xavier Bertrand et Hervé Guémard. Tu vois, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire, tu vois, dans l'échelle de l'humanité. Donc, or, le problème, si tu veux, c'est que moi, j'ai travaillé avec
un député qui est le fameux homme du pré-russe, avec lequel je travaillais déjà à la réindustrialisation, vu qu'on travaillait au CAPEC. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler avec les équipes du Front National. Je n'en ai jamais été encarté, je n'ai jamais été dans l'appareil, mais certains de mes camarades, je pense à Philippe Murer particulièrement, l'ont été. T'as vu l'objet de se justifier un quart d'heure. J'ai mais... l'impression d'être Frédéric Aziza. Non, mais si tu veux, comme ça, au moins, c'est dit. Tu vois, comme ça, c'est dit. Or, le problème, c'est que moi, j'ai toujours observé que, comme son père, elle n'a aucune envie, et ses équipes encore moins. Si vous vouliez trouver un mariniste qui voulait le pouvoir, il y en avait un, tu l'as reçu il n'y a pas longtemps, c'est Florian Philippot. Point, barre, ligne. Moi, si tu veux, voilà... Attends, ça, c'est les procès d'intention. Qu'est-ce que tu... Mais, premièrement, la stratégie du débat qui a été faite par exactement les mêmes qui ont fait le premier débat il y a 5 ans, c'était « tu ne peux pas mordre, donc cette fois-ci tu te couches », et c'est couché. Elle n'a pas sorti les affaires parce que de toute façon, elle en a elle-même tellement que le tir de contre-batterie l'aurait, elle, fait déchoir. Donc, pourtant, Macron s'est pas gêné sur le financement russe, sur lequel elle s'en est bien sortie. Le financement russe, si tu veux, le financement russe en lui-même, si tu veux, c'est pas une affaire. C'est pas une affaire, le financement russe. Il n'y a pas de mise en examen, il n'y a rien. Il y en a d'autres, c'est pas tout à fait la même chose. La justice européenne a rejeté ce mercredi un recours de Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement national réclamait l'annulation d'un recouvrement de plus de 41 000 €, une somme réclamée par le Parlement européen dans l'affaire des assistants parlementaires et qui porte sur l'emploi de son garde du corps. Le tribunal de l'Union européenne a retoqué la demande de la chef de l'extrême droite française, faute de preuves ou de fondements juridiques. Marine Le Pen est mise en examen dans ce dossier pour détournement de fonds publics. Elle est soupçonnée d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen pour rémunérer des emplois fictifs pendant la période où elle était eurodéputée de 2009 à 2017. La première réunion à laquelle j'assiste, c'est une réunion très importante dans la mise en place. Vous allez comprendre pourquoi. C'est le 4 juin 2014. Les députés sont tous réunis dans une salle à Bruxelles. Les assistants sont là. Dans la première partie de la réunion, les assistants sont présents. Et puis arrive un moment où Marine Le Pen va provoquer un huis clos. Elle va demander aux assistants de sortir. Et elle va faire la déclaration suivante, je résume, mais en substance, et c'est ça qui est important, elle va demander à ses députés de procéder au recrutement des assistants sous son contrôle et de ne conserver qu'un seul assistant parlementaire dédié aux travaux du parlementaire, aux travaux du député. En clair, ça veut dire chaque député a le droit de recruter un assistant pour lui, pour son travail de parlementaire, mais les autres assistants qui seront recrutés seront dédiés à autre chose. Quoi ? Le parti, le fonctionnement du parti, ce qui est évidemment illicite. On est en train de mettre en place un système d'emploi fictif, parce que quand vous demandez à vos députés de dédier ces assistants à autre chose, vous êtes en dehors des clous. Et voilà une présidente d'un parti important sur la scène politique qui demande explicitement à ses élus, ses principaux élus, les députés européens, d'entrer dans un système qui n'est pas légal. À ce moment-là, je me dis, non seulement on est dans le champ de la morale, il y a un problème, on est dans le champ de l'illégalité, mais on est dans le champ de l'amateurisme. On est dans le champ de l'amateurisme et je me dis, c'est ce parti qui prétend relever le pays et qui est dans l'amateurisme le plus total. Ça montre toute l'imposture morale qu'est le Front National. Le Front National, dont le slogan est « Au nom du peuple », eh bien son slogan, ça devrait être « L'histoire des assistants le montre bien ». Sur le dos du peuple. Il y en a même où il y a déjà eu des condamnations. Or, le problème, si tu veux, c'est que je pense qu'elle a voulu apparaître la personne normale face aux surexcités. C'était une stratégie de défense qui lui a permis donc de ne pas perdre de voix, ça ne lui a pas permis d'en gagner. Donc à partir de ce moment-là, ça a solidifié les scores et je pense qu'elle était à 41 au débat et qu'après, ça s'est gelé. C'est-à-dire qu'elle était déjà à 41 à ce moment-là. Okay. Donc, je pense que là, la seule chose qu'elle cherche, je le pense, et ayant une petite expérience de ses équipes, c'est, comme son père, durer, durer, durer et perdurer.
D'accord. Pour toi, vraiment, elle ne voulait pas le pouvoir. Et c'est s'aborder. Je sais que toi, tu avais un avis justement sur la stratégie. Tu as fait un thread sur Twitter où tu as défendu la stratégie de Marine Le Pen. En tout cas, tu as critiqué ceux qui disaient qu'elle aurait dû être beaucoup plus agressive, beaucoup plus rentre-dedans, l'attaquer beaucoup plus sur les affaires. Et toi, tu fais partie de ceux, justement. C'est pour ça que vous ne serez peut-être pas d'accord là-dessus, qui trouvaient qu'elle avait employé, au contraire, la bonne stratégie. Tu peux nous dire pourquoi ? Alors, j'ai mon trade, alors vous pourrez le voir, je nuance quand même un petit peu, enfin je mets quelques nuances, mais c'est vrai que l'essentiel, je le disais, c'est en fait, mettons-nous avant les résultats là maintenant qu'on a vus. Marine Le Pen a des sondages qui la donnent avant le débat, au maximum 48-49, et encore, là j'exagère un peu parce que c'était vraiment au lendemain du premier tour, et ça tombait jusqu'à 44. Elle avait 3 réserves de voix, 4 si je suis honnête. Elle avait une réserve de voix qui lui était déjà acquise, et ça a été confirmé d'ailleurs, c'est Zemmour. Ils ont voté à 70% pour Marine Le Pen. Mais c'est une réserve acquise. Ensuite, il y avait une deuxième réserve, c'était évidemment Mélenchon, et une troisième grande réserve qui était évidemment les abstentionnistes. Parce que le reste du bloc bourgeois, c'est-à-dire le Parti socialiste, les Républicains, 4,5, et les écologistes, elle n'allait pas s'égosiller à aller leur parler. Donc, il fallait mobiliser en priorité sur ces 3 électorats-là, 2, puisqu'un autre était acquis d'avance, c'était l'électorat Zemmour, et d'ailleurs, ça s'est confirmé. Vous voyez, alors que pourtant, ça a été celui qui a été le plus critique, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, surtout dans l'effectif militant, vis-à-vis de Marine Le Pen. Donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, sortons un peu de notre bulle. Les mélenchonistes et les abstentionnistes, comment les convaincre ? Avec quels arguments les convaincre ? Pas avec le je reviens, je dis le voile, on le remet. Écoute bien sur le voile, parce que sur le voile, alors, le message a été brouillé. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est on ne revient pas sur le voile. En fait, après, ils ont précisé leurs propos, ils ont dit ce n'est pas la priorité. Et finalement, c'est revenu un peu sur le devant de la scène. Alors, moi, on m'a dit, je dis bien, on m'a dit, c'est parce qu'ils avaient peur, juste là-dessus, que le bénéfice ne leur soit pas acquis parce qu'ils allaient perdre un petit peu la mobilisation Zemmour, quand même 70% de 7%, et que le bénéfice vis-à-vis de l'électorat Mélenchon n'était pas assez fort. L'électorat Mélenchon, c'est 2 jambes qui vont d'ailleurs finir par s'opposer et se claquer, en fait. C'est un électorat, on en parlera après, c'est un électorat de banlieue, ça a explosé dans les banlieues, le score Mélenchon, il faut voir. Même dans les villes qui sont en voie de grand emplacement, comme Roubaix, je veux bien qu'on aille à Roubaix et qu'on me dise que Roubaix c'est la France, mais bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Et il y a une autre partie, c'est les anciens communistes et les anciens socialistes, et vous avez vous prenez une bande rose, classique socialiste, qui part de l'Ardèche et qui va jusqu'au Tarn et Garonne, et à la limite on peut prolonger dans les Landes. Ça, c'est l'électorat rural de Mélenchon, c'est l'électorat petit fonctionnaire, un peu ouvrier, mais voilà, qui n'est pas du tout le même. Auquel, j'ai fait beaucoup de subdivisions, mais auquel s'adressait Éric Zemmour, auquel s'adressait Marine Le Pen. C'était plutôt au deuxième. Donc, à ces gens-là, plus aux abstentionnistes. Quel était le discours à tenir ? Moi, je pense que je reviens un peu sur ce que j'ai dit avant. En fait, je pense qu'il y a eu Macron l'a eu, c'est-à-dire qu'en fait, dans la façon dont le débat s'est déroulé, au départ, on a parlé du pouvoir d'achat, et regardez bien. Déjà, ça dure 10-15 minutes. C'est honteux de faire un débat de 10-15 minutes, de hacher aussi rapidement les sujets. Mais bon, 10-15 minutes de pouvoir d'achat. Emmanuel Macron commence. Il est très conciliant. Il commence le débat, c'est très contre-intuitif. Il a plein d'expressions. Il dit oui, je suis d'accord avec vous, on pourrait aller plus loin, on pourrait faire ceci, cela. Marine Le Pen, qui arrive en configuration du débat avec son logiciel en se disant bon, mon but, c'est d'être l'inverse de ce que j'ai été en 2017, c'est-à-dire pas agressif, voire même plutôt conciliante. Elle a un peu attaqué quand même ce pouvoir d'achat, mais pas beaucoup. Et après, quel est le deuxième sujet qui arrive ? L'Ukraine. Et là, Macron change de visage. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Je rappelle que, en droit international, on reconnaît rarement, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait pourquoi ? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié,
qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Et là, il cogne. Et vous regardez après, dans le 3e et 4e sujet, là, Marine Le Pen, elle attaque beaucoup plus. Parce qu'elle a compris, en fait, que Macron est arrivé sur un faux pied, en fait, au départ. Donc, elle a compris, il a fallu qu'elle attende la fin de la première partie du débat de second tour des élections présidentielles pour capter que Macron était un pervers en débat. Non, elle ne savait pas, mais non, évidemment, elle ne savait pas dans quelle configuration Macron allait l'attaquer. Donc, je termine en vous disant que, de toute façon, évidemment, elle n'a pas fait 50%, elle n'a pas gagné l'élection présidentielle, donc évidemment, il y a sans doute des choses à revoir, etc. Ensuite, il y a des raisons structurelles dans l'électorat de Macron et aussi dans les gens qui se sont abstenus, qui ont fait aussi les choses. Enfin, je veux dire... moi, honnêtement, elle n'a pas fait une campagne brillante, mais elle n'a pas fait une mauvaise campagne. Je suis désolé, elle n'a pas fait une mauvaise campagne. Elle n'a pas fait un mauvais débat. Moi, je trouve que le débat était plutôt positif sur l'ensemble, vis-à-vis de ces électorats, qui étaient encore une fois les mélenchonistes et les abstentionnistes. Vous pouvez arriver avec du gros rouge qui tâche, ça ne les séduira pas. Quand tu vas aller choper tu vas aller choper des mélenchonistes en leur disant je vais interdire le voile dans la rue, c'est quand même paradoxal. Non, mais parce qu'encore une fois, c'est la deuxième jambe de l'électorat mélenchoniste dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vis-à-vis de ces gens-là, moi, je pense aussi, je pense qu'il y avait un plafond. Ensuite, vous savez, je vais faire une comparaison. Il y a des moments, peut-être, où on ne peut pas gagner. Si demain, vous mettez Poutou contre Macron au second tour, peu importe tous les efforts que fait Poutou, Poutou ne gagnera jamais. Donc... il y avait peut-être une configuration, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'électorat de Macron, sociologique, une abstention de plus en plus forte, qui fait que, alors elle a peut-être pu faire un meilleur score, moi je m'attendais à mieux, qui fait que Marine Le Pen ne pouvait pas gagner cette élection-là à ce moment-là. Mais tant qu'on n'a pas le résultat, évidemment, on ne pouvait pas le savoir. Donc, 77% des gens dans le chat, on a fait un sondage, je pense que Marine Le Pen ne veut pas vraiment le pouvoir. Je n'ai pas répondu à cette question. Du coup, tu partages ton avis que c'était quand même un bon débat? Elle l'a bien réussi? Alors, de toute façon... à part sa médiocrité structurelle qu'on a abordée en première partie. Le problème, c'est qu'il y a eu un changement majeur dans les équipes de Marine. C'est-à-dire que la dernière fois, tu avais... d'ailleurs, l'entre-deux tours avait été beaucoup plus brillant parce qu'il avait été scénarisé par des équipes, c'était l'affaire Werenpool, etc. Tu avais des équipes qui croyaient qu'en la faisant travailler, on pouvait arriver à quelque chose. Manque de peau. Des éducateurs de gauche. Tu l'as interviewé, l'éducateur en question. Oui, c'est vrai. Or, le problème, c'est que lui, il y croyait vraiment parce qu'il croyait qu'en le faisant travailler, etc. Le problème, c'est que la même équipe qui a géré le débat, Philippe Olivier, on va le nommer, c'est aussi facile que ça, lui, comme en plus c'est sa belle-sœur, il la connaît bien, il sait qu'il n'en tirera rien, et je pense qu'il lui a dit tortue romaine. Tu vois ce que c'est une tortue romaine? C'est-à-dire quand les légionnaires, bouclier et pilum. Et donc, tu avances en tortue. Elle a avancé en tortue. C'était peut-être la seule chose à faire. Or, le problème, si tu veux, c'est que ça nous donne une autre leçon. Je pense que ça a été une erreur d'une partie du camp mariniste. Ça a été une erreur des camarades chez Zemmour. Ça a été de se comparer à Emmanuel Macron. Pas du tout que, par exemple, que Zemmour soit plus brillant que Macron en frontal, ça, je pense que ça aurait été assez clair. Mais le problème, c'est que nous calquons, depuis l'élection de Macron, nos faits et gestes et notre manière de faire de la politique sur Macron. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire du en même temps, nous aussi, ça ne marche pas. Pour une raison, c'est qu'on oublie un fait structurel, c'est que Macron n'est pas automoteur. Macron, il a les sponsors. Or, Macron peut se permettre de faire une campagne. Déjà, lui a fait une campagne très longue parce qu'il a décidé il y a 3 ans que la campagne se ferait sur un thème et un seul, qui est la peur. Et nous ne l'avons même pas vu. Et le problème, c'est que nous jouons toujours au même jeu, c'est-à-dire qu'après les législatives, tous les appareils nationaux vont désarticuler leurs appareils locaux et à la revoyure aux prochaines élections. Or, malheureusement, nous sommes condamnés, parce que justement nous devons aller au contact des populations, pas à être perpétuellement en campagne, on n'en a pas les moyens, mais à avoir des appareils permanents et des stratégies de pénétration du territoire qui malheureusement sont totalement absentes. Et là, zemmouristes, souverainistes, marinistes, tout ce que tu veux. Il y a une question de Brezatou, on conclura peut-être cette deuxième partie avec ça, qui nous dit « Bonjour à tous, pourquoi Marine ne prend pas sa retraite et ne laisse pas un autre, genre Bardella, y aller à sa place ? Tant qu'il y aura Le Pen sur les affiches, le RN ne gagnera jamais. Est-ce que le nom Le Pen est encore de toute façon structurellement quelque chose qui empêche le clan Le Pen, justement, d'accéder Si je peux juste répondre. Est-ce qu'on peut l'imaginer, le FN, sans Le Pen ?
Alors, est-ce que c'est Bardella le mieux placé? Je pense que oui, mais si je peux juste dire, parce que je vais être très court là-dessus, ça me permet de rebondir ce qu'il dit. C'est vous avez écouté le discours d'Éric Zemmour à 20h30. Il a prononcé une phrase que moi j'interprète de deux façons. Il a dit, ça fait 8 fois que le mot Le Pen... 7, je crois, il a dit, oui. Il a dit 8. Non, il a 8 fois que le mot Le Pen est entaché par la défaite. Son duel avec Marine Le Pen était présenté comme la revanche de celui de 2017. Mais la revanche annoncée a tourné court. Cela fait trop longtemps que ceux qui aiment passionnément la France sont vaincus. Cela fait trop longtemps que ceux qui veulent défendre son identité et mettre un terme à l'immigration sont amèrement déçus un soir d'élection. Hélas, 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 c'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Moi, je sais pas, je suis un joueur d'échecs, j'aime bien voir les coups qui vont se faire après. Il y en a une qui s'appelle Le Pen pour tout le monde, mais qui ne s'appelle plus Le Pen, c'est Marion Maréchal. Oui. Donc c'est vrai que si on dit Le Pen c'est l'échec, attention, surtout si on est du côté des Zémoriens, parce qu'on ne sait pas qui sera le candidat de Reconquête en 2027. Donc attention à aller sur cette ligne-là. Attention, je le dis vraiment très attention. Il n'est pas exclu qu'il y ait aussi une Le Pen en 2027, mais qu'il ne soit pas celle qu'on le pense. Non, je ne pense pas que les deux iront l'un contre l'autre. Enfin, on verra, mais n'enterrez pas trop vite. Et n'allez, à mon avis, c'est une très mauvaise idée d'aller sur ce segment-là. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour répondre à notre internaute, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, Le Pen, est-ce que c'était sa dernière? Non. Non, parce qu'elle va tenter. Et puis d'un côté, il faut quand même... Présidentielle, j'entends. Elle va retenter pour deux raisons. Elle a, pour ceux qui la connaissent, elle a une obsession pour la personnalité historique dans laquelle elle se lance, qui est Dalida. Donc elle a le syndrome Dalida, c'est-à-dire elle veut être sur scène, si tu veux. Et deuxième chose, il y a chez elle aussi la volonté de perdurer pour des raisons strictement pécuniaires, malheureusement. Et donc elle se maintiendra. Il y a un rôle de Jordan Bardella qu'il faut rappeler, et le pion anti-Marion du jeu de Marine, d'autant plus qu'il a le même statut que lui est neveu par alliance pour l'instant, et elle nièce. Donc, si tu veux, parce qu'il il vit avec la fille de Philippe Olivier, directeur de campagne et beau-frère, tout simplement. Donc, il vit avec la fille de Marie-Caroline Le Pen, tout simplement. Et Marion étant la fille de Yann Le Pen, les trois sœurs Le Pen. Donc, malheureusement, ça tourne au huis clos familial un petit peu. Et il faut bien comprendre que Jordan, lui, est là pour, avant tout, être la caution jeune face à Marion. Et qu'aujourd'hui, Marine n'entend pas lâcher. Après, est-ce que le nom Le Pen est maudit en soi? Jean-Marie, je te dirais oui. Le problème, c'est que les querelles de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire les querelles de la 4e République, l'Algérie, etc., Le Pen est le dernier avec Chevènement à les incarner dans la vie politique française, et Jacques Delors qui se conserve comme on conserve les pruneaux. Donc, si tu veux, ça n'ira pas plus loin. Tu vois, il n'y a plus que 3 hommes politiques de la 4e République aujourd'hui. Donc, ça va être vite réglé. Est-ce qu'il y a encore le souvenir entêtant du nom Le Pen pour une partie de la gauche? Oui, parce que, comme l'avait très bien dit à une époque, dans un texte, un des seuls très bons textes du personnage, il faut revoir ce texte extraordinaire que Marc-Édouard Nab lit devant tout un parterre qui est écœuré, dont Dieudonné à l'époque, qui à l'époque faisait campagne contre les nationaux, et qui s'appelle le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas pour vous, petit démocrate, la gueule de Le Pen. Et ça va rester encore un peu. Est-ce que ça jouera encore face à Marion? Je pense, dans une part de l'archéo-gauche peut-être, mais pas plus. D'accord. Ce que je voulais dire seulement, c'est que, évidemment, Le Pen, il a inventé le lepénisme, on est d'accord, mais il a inventé aussi les anti-lepénistes. Et il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anti-lepénistes professionnels qui se servent de Le Pen pour cacher à quel point ils sont dégueulasses, à quel point ils sont peut-être plus horriblement lepénistes que vous le croyez d'ailleurs, en se targuant de la tolérance, en disant d'un discours où tout le monde doit avoir des idées, de pouvoir se défendre, etc. Donc moi, c'est avec mon langage. D'ailleurs, donnez-moi le livre, s'il vous plaît. Attention, voilà. Il va se citer. Je crains pire. Tout ça, c'est une question de langage. Et si on dit avec les vrais mots... J'ai pris la version la plus light. Voilà. Alors moi, je vais prendre la version un peu moins light, qu'on sache exactement comment on peut justement à la fois dégoupiller
ceux qui sont pour quelque chose et aussi ceux qui sont contre. Car c'est ça qui est important aujourd'hui, pour essayer d'échapper à l'idéologisation. L'idéologisation, c'est ce qu'il y a de pire aujourd'hui. Oui, mais allez-y, dégoupillez. Voilà, alors espérons qu'on ne va pas décrocher trop vite, parce que de toute façon c'est très court. Vous, ordure psychanalytique décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchiste militant pour l'interdiction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, sainte nitouche démocratique qui pleurnichez sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectez une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous croyez que mes insultes sont gratuites, mais votre sérieux se paiera cher. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à les ploter ce pénis géant et ructant de sophisme. Que vous êtes écœurant d'insincérité à nier que Le Pen est votre idole et que son sex appeal vous plaît 100 fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star grille à vie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines, votre petit liquide à peine séminal, stérile mauviette qui ne produirait jamais rien d'autre dans votre vie minable de bandeur monomaniaque que 3 gouttelettes de haine laiteuse envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. Il y a une question qui a été posée dans le chat par Sylvestre. Alors, elle ne sera peut-être pas directement en rapport avec la partie, mais dès qu'elle tombe, on les prend et on le remercie pour son don. Il dit « Bonsoir, en schématisant grossièrement les extrêmes, entre guillemets, la gauche se définit comme anticapitaliste et la droite comme souverainiste. Pourquoi ne pas créer un nouveau parti souverainiste et anticapitaliste tout en occultant les sujets qui divisent ?» Ça dépend, c'est quoi un sujet qui divise? Oui. C'est quoi un sujet qui divise? Ça va être les questions d'identité. Au contraire, aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui c'est plus la question, c'est même pas que la question de la souveraineté divise. Je pense qu'en fait la question de l'identité à droite justement elle rassemble. On voit bien que je revenais sur ce qu'on disait du grand remplacement et sur l'immigration, les thématiques d'identité de l'électorat de Pécresse et l'électorat de Macron. Hein. Moi je me souviens, j'ai vraiment gravé dans ma mémoire le sondage, c'était Challenge ou Les Échos je crois, Challenge sur le grand remplacement. 52% des électeurs d'Emmanuel Macron croient qu'il y a un grand remplacement, 77% à Pécresse et on montait à 92% pour le Rassemblement national. Donc, finalement, ce sont plutôt même les macronistes sont trahis par leur élite sur ce sujet. Évidemment. Oui, mais à une condition. C'est-à-dire quand même de le penser complètement et de le penser dans la manière de l'utiliser. Quelle a été la principale erreur qu'on a fait sur l'identité? On a fait l'identité non pas comme vision, mais comme défense. Ce qui veut dire que, en plus, en le calquant sur la vision de l'identité d'une classe qu'on a voulu et qu'on n'a pas eue. Je rappelle par exemple que dans l'électorat Zemmour, Éric a voulu parler à la El Famoso bourgeoisie patriote. C'est pas grave, hein, il aura été, après Jean-Marie Le Pen, après Bruno Maigret, après Philippe de Villiers, après Nicolas Dupont-Aignan, après Marine Le Pen, il aura été que la 6e personne à y croire. Or, le problème, c'est qu'il y a eu 2 fois plus d'ouvriers qui ont voté Zemmour que de cadres. Pourquoi ? Parce que, oui, 70%, moi j'ai eu cette discussion avec lui, une époque. Il dit 70% des Français sont contre l'immigration. Oui, mais pas pour les mêmes raisons. Dans ma classe sociale, moi j'ai été élevé avec les immigrés. Donc, si tu veux, moi c'est pas l'immigrant en tant que personne qui me gêne, c'est l'immigration comme phénomène. Par contre, dans une large partie de la bourgeoisie de droite, ils veulent l'immigration, mais ils ne veulent pas l'immigré. Ils veulent l'immigration, mais pas l'immigré. Donc, si tu veux, parce que pour eux, l'immigré, c'est la domesticité. Or, le problème, et la preuve, ils ont voté Macron qui leur promet, et pire que ça, qui Macron, je le rappelle, dans l'entre-deux tours, assure Ursula von der Leyen que l'agenda Juncker sera respecté, et l'agenda Juncker, c'est, jusqu'en 2050, 20 millions d'immigrés à faire venir. Non, mais les ressentis sont différents, mais pour autant, tout converge. Enfin, je suis d'accord sur ce que tu dis, sur le ressenti du bourgeois, qui est, c'est la contradiction classique des libéraux conservateurs, de la bourgeoisie libérale. Ça s'est manifesté dans leur vote. Alors, je nuance tout de même, je suis d'accord en partie, mais tout de même, moi j'ai été surpris des scores d'Éric Zemmour. Enfin, j'étais surpris. Par exemple, Éric Zemmour fait 20% à Neuilly-sur-Seine. C'est quand même beaucoup. C'est-à-dire que, de mémoire, je ne crois même pas que Marine Le Pen, au second tour de l'élection présidentielle de 2017, alors je n'ai pas regardé là pour 2022, je ne crois pas que Marine Le Pen ait fait un score aussi important. Alors, à nuancer aussi ce que je dis, parce qu'il y avait Fillon, et quand ils ont voté Fillon en 2017, Fillon a quand même aussi parlé des thématiques d'identité, donc peut-être qu'il y avait sans doute des gens à Neuilly-sur-Seine qui étaient dans cette trajectoire-là, mais bon, la trajectoire d'Éric Zemmour était quand même plus radicale sur la question de l'identité. Oui, mais Fillon, que ces ressentis soient différents, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour autant, s'ils convergent tous les deux vers la même idée qui est d'arrêter l'immigration et d'éviter cette politique dont tu parles, qui est la politique de la Commission européenne et de manière générale des élites libérales qui nous dirigent,
Bon, bah voilà, en fait, c'est un thème justement. C'est un thème de rassemblement. La question, c'est comment l'articuler. Comment l'articuler. Mais voilà, c'est pas un thème qui divise, pour revenir à la question. En revanche, ça divise au niveau de la presse, ça c'est vrai. Si vous allez voir Patrick Cohen sur France 5 et que vous lui parlez de ça, oui, il va vous dire, ah bah non, les Français, ils sont majoritairement contre ce que vous dites, etc. Parce que si tu veux, tu peux avoir le courage de porter ce discours. Tu peux prendre n'importe quel sujet, et selon l'angle, si l'angle est très travaillé, tu peux le rendre beaucoup moins clivant. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple sur l'immigration. Il y a une idée dans la campagne de 2017 qui avait été refusée par l'état-major et qui avait été impulsée par certains de mes camarades et que Florian avait repris, qui était d'orienter la communication sur « nous refuserons l'immigration des riches ». Et le problème, c'est que une fois expliqué à Marine ne comprenait pas l'idée, donc elle ne pouvait pas le. Elle ne comprenait pas le principe, patronat, immigré. Elle ne comprenait pas l'idée, alors qu'on a essayé de lui donner des choses simples, c'est-à-dire. Et vous avez mis des dessins, des coloriages. Non, mais c'est-à-dire une chose qui est simple. Il y a plus de médecins béninois en région parisienne qu'au Bénin, et le problème, c'est que quand tu leur prends une partie de leur cadre, tu finiras par attirer leur patientèle si tu prends le cadre à des médecins. Or, le plus simple, c'est de maintenir là-bas les encadrants pour tenter de juguler les flux. Parce que malheureusement, c'est là-bas qu'il faut juguler les flux. Quand ils sont arrivés ici, c'est déjà un peu tard. Donc, si tu veux, je pense qu'on peut désarmer et d'un côté déraciser le débat sur l'immigration. Et d'un côté, l'exemple type, c'est Mayotte. Enfin, si les Mahorais sont racistes, alors là, pour le coup, si c'est au nom de la suprématie blanche que les Mahorais ont voté Le Pen, là c'est à se rouler par terre. Non, mais certains te diront qu'ils ont intégré le blanc en eux. Oui, non, mais ça, j'ai vu les tweets lamentables et ignobles des petits macronistes qui disent, grosso modo, on a donné le droit de vote à Oncle Tom, donc, et aujourd'hui, ils votent pour le fascisme. Je dis sincèrement que je ne sais pas qui est le community manager qui fait faire les comptes anonymes d'En Marche, mais je leur rappelle que la fin de l'Internet des pseudos et dans le programme de leur patron, et qu'on va voir ce qu'ils valent une fois avec leur nom et leur gueule. Oui, tout à fait. Ouais. Il y aura un petit côté... il s'appelait le gang des harceleurs là, à l'époque. La Ligue du LOL. La Ligue du LOL, oui. La Ligue du LOL, d'ailleurs, dont l'un des principaux cadres a sorti un article dans le Nouvel Observateur il y a 3 jours. Cette extrême droite anti-vax, gilet jaune, qui vote Le Pen. On peut lui dire aussi je t'emmerde. On peut aussi lui dire je t'emmerde, mais si c'est juste une question de syntaxe, je comprends pas. C'est-à-dire le mec, il est là, il est condamné pour. Alors c'est vrai qu'après le but d'un journal, c'est de donner la parole à des spécialistes du sujet, mais il est quand même spécialiste de harcèlement islamophobe, homophobe, antisémite et sexiste. Non, et il fait une analyse sur l'antisémitisme, le sexisme et le racisme chez les gilets jaunes. C'est pas une analyse, moi je comprends pas ce que tu dis, parce que moi je leur en veux pas. C'est pas que je leur en veux pas. Moi j'en veux pas aux mecs de France Inter. Enfin, j'en veux aux mecs de France Inter de me cracher dessus avec l'argent que je leur donne, mais j'en veux pas au type du Nouvel Observateur. En fait, j'en veux pas à mes ennemis d'être mes ennemis. Je les hais. Je les hais, ce sont mes ennemis. Et je suis très heureux d'avoir un ennemi. On parlait de Carl Schmitt plusieurs fois d'ailleurs ensemble. Enfin, tu le sais, moi ça me dérange pas. Ça me permet de l'identifier, au contraire. Donc, il fait son boulot, il fait son sale boulot. Bah écoutez, très bien. Voilà, maintenant ce qu'il faut, c'est que nous on puisse répliquer. Et puis il faut pas oublier une chose, on parle quand même du Nouvel Obs, quoi. C'est quelque chose qui est un bulletin paroissial pour ce qui reste des chrétiens de gauche et de la seconde gauche au CFDT. Donc autrement dit, quelque chose qui sera réglé par 2 canicules et 3 hivers rigoureux. Il y a un gros Covid.